Il y a des noms qui ne sont pas des étiquettes, mais des anathèmes. Des chaînes d'or, forgées par la célébrité, qui vous lient à une destinée que vous n'avez pas choisie. Porteur le nom de Jackson, c'est naître dans la lumière la plus crue, mais aussi dans les ombres les plus épaisses. C'est vivre sous l'œil d'un cyclope médiatique, qui ne voit que le spectacle, jamais le prix à payer. Cette idole, c'est elle. La dernière héritière de cette monarchie musicale. Janet Damita Gio Jackson. La petite dernière. Celle qui, après le départ tragique de l'homme-icône, s'est retrouvée seule sur le champ de ruines du chagrin et de l'héritage. Pendant des années, elle a porté en elle un silence de plomb, une armure contre le monde, le deuil de son frère, Michael. Aujourd'hui, à 58 ans, ce silence est brisé. Les murs de son cœur s'effondrent pour révéler des vérités intimes sur leur relation, des révélations qui ne vont pas seulement choquer, mais forcer le monde à reconsidérer la tragédie derrière la légende. Ce n'est pas une simple biographie. C'est le récit d'une rédemption amère, d'une quête d'identité dans l'ombre d'un titan et du combat pour racheter son âme du prix de la gloire. De la modeste Jackson Street à la couronne de la pop, voici l'histoire des liens brisés et de l'amour indestructible qui lie Janet Jackson à l'héritage maudit de sa famille. L'enfant des échos, naissance et captivité. Gary, Indiana, la fonderie de l'ambition. Le 16 mai 1966. La naissance de Janet Damita Gio Jackson à Gary, Indiana, n'était pas un simple événement familial, c'était l'ultime réverbération d'un destin déjà scellé. Dernière des 10 enfants de la famille Jackson, elle est venue au monde dans une modeste maison de 2 chambres sur Jackson Street. Une adresse qui résonnait déjà de l'écho des répétitions incessantes, de la frustration et d'une ambition féroce. L'atmosphère était celle d'une fonderie émotionnelle. Le père, Joseph Walter Joe Jackson, ancien boxeur et ouvrier chez US Steel, était le maître forgeron. Un homme dont l'amour s'exprimait par une discipline de fer, forçant ses enfants vers une perfection artistique qu'ils n'avaient pu atteindre. Sa main était dure, son cœur distant. Il exigeait que la jeune Janet l'appelle uniquement par son prénom, ériguant un mur d'indifférence glaciale entre le patriarche et sa benjamine. La mère, Catherine Esther, clarinettiste et pianiste talentueuse, était le mur de soutènement. Elle travaillait à temps partiel chez Sears, rêvant secrètement d'une carrière de chanteuse country. Sa foi fervente, celle des témoins de Jéhovah, a façonné une éducation rigide, imprégnant la jeunesse de Janet d'une spiritualité dogmatique, un carcan dont elle s'éloignera plus tard pour se forger sa propre vérité. Le foyer Jackson n'était pas un nid, mais un incubateur de stars. Tandis que Janet grandissait avec ses sœurs Rebby et Latoya, et ses frères Jackie, Tito, Germaine, Marlon, Michael et Randy, l'absence silencieuse d'un autre frère, Brandon, le jumeau décédé de Marlon, planait comme un avertissement sombre sur la fragilité de la vie. L'évasion fantasmée et la réalité du nom. Alors que les Jackson 5 s'élevaient déjà comme un météore dans l'atmosphère musicale, le rêve de Janet n'était pas la scène. Elle fantasmait d'une vie de jockey de course ou d'avocate en divertissement. Des choix qui, ironiquement, exprimaient son besoin profond de contrôle et de distance face à la folie ambiante. Mais le destin, sous l'égide de Joe, ne laissait aucune échappatoire. En mars 1969, la signature avec Motown et le succès immédiat ont arraché la famille à la modestie de Gary pour la propulser dans le luxe aliénant d'Encino, Los Angeles. Le déménagement était un exil. À 7 ans, Janet a été jetée dans la lumière crue du MGM Casino sur le strip de Las Vegas pour se produire avec ses sœurs. Ce n'était plus un jeu, mais un apprentissage de la captivité. Son premier contact avec la scène ne fut pas une révélation, mais une reddition. Le feu du petit écran, une identité forcée. L'entrée de Janet dans l'univers du spectacle s'est faite par la porte du petit écran. En 1976, elle rejoint l'émission de variété The Jackson. Puis, en 1977, elle décroche le rôle de Penny Gordon Woods dans la sitcom populaire Good Times. Suivront un New Kind of Family et un rôle récurrent dans Diff'rent Strokes en tant que Charlène Dupré. Elle apprenait l'art de jouer une autre vie. Mais cette immersion était loin d'être joyeuse. Même son passage dans la 4e saison de Fame, où elle incarnait Cléo Hewitt, fut teinté d'indifférence. La pression était immense, exacerbée par le fardeau émotionnel de son premier mariage secret et éclair avec le chanteur R&B James DeBarge. Une union impulsive, contractée à 18 ans, qui s'avéra être une tentative désespérée d'arracher un semblant d'autonomie à l'emprise familiale, mais qui se mua rapidement en échec public. L'éclosion rebelle, le cœur de contrôle. La volonté de briser les chaînes.
À 15 ans, le destin de Janet fut officiellement scellé par son père, manager, qui lui décrocha un contrat avec AM Records. Ses deux premiers albums, Janet Jackson, 1982, et Dream Street, 1984, étaient de la bubblegum pop, des créations molles, sans âme, qui tentaient de la cantonner dans l'ombre de ses frères. Mais l'artiste en elle était un phénix qui s'éveillait. Après le second album, une décision sismique fut prise, se séparer de la direction familiale. Je voulais juste sortir de la maison, me libérer de mon père, avoua-t-elle, qualifiant cet acte comme l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire. C'était plus qu'une rupture professionnelle, c'était un acte de naissance personnelle. Le manifeste de contrôle. En quête d'une identité sonore propre, Janet s'est alliée à la force motrice de l'innovation, les producteurs Jimmy Jam et Terry Lewis. Leur collaboration fut une alchimie révolutionnaire. En 6 semaines seulement, ils ont conçu un manifeste, l'album Control, février 1986. L'album n'était pas une simple collection de chansons, mais une déclaration de guerre aux attentes. Il fusionnait la danse pop agressive, la musique industrielle, le hip-hop et les racines R&B dans un son incisif et mature. Il s'est hissé à la première place du Billboard 200, obtenant un succès cette fois platine et se vendant à plus de 10 millions d'exemplaires. Control fut salué comme une œuvre audacieuse pour une adolescente, rivalisant avec des icônes établies comme Donna Summer. Les tubes Nasty, What Have You Done for Maître Lately et When I Think of You, son premier numéro 1 au Hot 100, étaient des hymnes d'autodéfense. La genèse de ce son était viscérale. Après une expérience traumatisante de harcèlement de rue, où elle avait dû faire face à ses agresseurs au lieu de fuir, Janet trouva sa voie. La musique est devenue un bouclier. Ce sentiment d'autodéfense a insufflé à l'album une fièvre New Jack Swing qui allait redéfinir le genre. La révolution chorégraphique. Les clips musicaux de Control n'étaient pas de simples accompagnements, c'étaient des courts-métrages chorégraphiés qui ont solidifié le statut de Janet en tant qu'icône pop au même titre que Madonna et son frère Michael. Ces mouvements précis, ces chorégraphies inventives, largement aidées par Paula Abdul, qui décrocha son propre contrat grâce à ce travail, sont devenus le nouveau standard pour MTV. Billboard nota que le son accessible de Janet et ses vidéos spectaculairement chorégraphiées étaient irrésistibles, élargissant la programmation de la chaîne au-delà du rock. C'était la première victoire de Janet, elle avait cessé d'être l'ombre. Elle était devenue une force autonome, ouvrant la voie à la visibilité des artistes pop noirs dans la musique grand public. Le prix de la gloire et la tragédie fraternelle. Michael, la quête de l'enfance dérobée. L'histoire de Janet ne peut être racontée sans celle de son frère, Michael. Leur lien était à la fois un refuge et un miroir de leur douleur commune. Tous deux avaient grandi sous la discipline de fer de Joe Jackson, une discipline qui garantissait la perfection sur scène, mais annihilait l'enfance. Michael exprimait une tristesse abyssale face à cette enfance perdue. Il décrivait l'horreur des clubs où il se produisait à 7 ans, voyant des filles se déshabiller, des combats, des gens vomir. Ces expériences ont laissé une empreinte indélébile, façonnant sa quête de toute une vie pour l'innocence qu'il n'avait jamais connue, une quête qui se manifestait de manière tragique et complexe. Son travail méticuleux et son professionnalisme provenaient de cette pression implacable. Mais le prix était une relation compliquée avec son père, faite de ressentiment et de désir d'une vie normale. Le titan se libère, Off the Wall et Thriller. Après le succès phénoménal des Jackson 5, l'émergence solo de Michael a été un tsunami qui a remodelé l'industrie. Son album Off the Wall, 1979, où il se libère du bubblegum pop pour fusionner funk, disco et R&B, a établi sa maturité artistique. Il a coécrit plusieurs titres, affirmant sa vision créative. Cependant, c'est Thriller, 1982, qui l'a propulsé au-delà de la célébrité, dans le royaume de la mythologie pop. Déterminé à dépasser Off the Wall, Michael a lutté pour obtenir un contrat sans précédent, lui assurant un contrôle créatif total et le taux de redevance le plus élevé de l'industrie, jusqu'à 37%. Thriller est devenu l'album le plus vendu de tous les temps, mais cette ascension vers l'Olympe a créé une distance irréparable avec sa propre humanité et avec Janet. L'érosion du lien, Dunk et les mots blessants. Janet et Michael, malgré leurs 7 ans d'écart, étaient incroyablement proches dans leur enfance, des meilleurs amis inséparables. Il lui donna le surnom affectueux de Dunk, dérivé de Donkey, Anne, en lien avec son physique. Pourtant, cette affection était minée par les taquineries blessantes de Michael concernant son poids. Il l'appelait cheval, écureuil, vache.
Ces mots, lancés par la personne qu'elle aimait le plus, causaient une douleur intérieure profonde. C'était la toxicité du succès, même les liens les plus purs étaient rongés par les standards impitoyables du spectacle. Le succès de Thriller a creusé un fossé silencieux. Mike et moi avons commencé à suivre des chemins séparés, décrivit Janet. Michael n'était plus le même, moins joyeux, enfermé dans la bulle d'un succès qui ne laissait plus de place à la simplicité fraternelle. La tempête de 1993, accusations et dommages collatéraux. La relation fraternelle fut brisée par les accusations d'abus sur mineurs contre Michael en 1993. Janet était non seulement dévastée, mais aussi en colère. Ces accusations dévastaient la carrière naissante de sa sœur. Elle était sur le point de signer un contrat de sponsoring majeur avec Coca-Cola, le plus grand de sa carrière. Mais la multinationale a annulé, craignant l'association. Coca-Cola a dit non merci, se souvint Janet. Elle était coupable par association, victime collatérale d'une tempête qui n'était pas la sienne. Malgré le chaos, elle est restée fidèle à Michael. Leur collaboration sur la chanson Scream en 1995, en réponse au lynchage médiatique, fut leur acte de résistance commun. Cependant, même cet effort de rapprochement fut un échec douloureux. Janet se sentit isolée et étrangère sur le plateau de tournage de Scream. L'équipe de Michael l'avait délibérément séparé, l'empêchant de voir son frère. Il ne voulait pas de moi sur le plateau, révéla Janet, sentant une compétition et une hostilité intentionnellement fomentées par l'entourage de son frère. Ce n'était pas une réunion, mais une nouvelle trahison, prouvant que les vieux jours n'existaient plus, supplantés par la paranoïa et la complexité de sa célébrité. Les métamorphoses de l'icône, masque et douleur. La peau comme champ de bataille. L'une des tragédies les plus visibles de Michael Jackson fut la transformation de son apparence. La perte de sa couleur de peau, attribuée au vitiligo, confirmée par son dermatologue, le docteur Arnold Klein, en 1983, et au lupus discoïde, diagnostiqué en 1986, a alimenté des rumeurs cruelles de blanchiment volontaire. Son corps était un champ de bataille sur lequel il n'avait aucun contrôle. Le vitiligo, une maladie défigurante, nécessitait l'utilisation de maquillage clair et de crèmes dépigmentantes pour uniformiser les taches, le rendant pâle. Sa détresse émotionnelle face aux spéculations était immense. Quand les gens inventent des histoires disant que je ne veux pas être qui je suis, cela me fait mal, confia-t-il à Oprah en 1993. La mère de Michael, Catherine, a suggéré que son fils s'était tourné vers la chirurgie esthétique pour gérer l'angoisse de son apparence tachetée. Il a reconnu 2 rhinoplasties pour des raisons de respiration et vocale, ainsi que l'ajout d'une fente à son menton. Mais la spéculation sur une possible addiction à la chirurgie persistait, une fuite désespérée face à la réalité d'un corps qui le trahissait. Mythes et rumeurs, la chambre hyperbare. La vie de Michael Jackson était un terreau fertile pour le sensationnalisme. L'histoire selon laquelle il dormait dans une chambre à oxygène hyperbare pour ralentir le vieillissement devint une légende urbaine. Bien qu'il ait nié l'allégation, l'image le montrant à l'intérieur d'une chambre en verre, qu'il prétendait être une promotion pour un projet spatial, a persisté. D'autres rumeurs, comme les allégations selon lesquelles il recevait des injections d'hormones féminines pour maintenir sa voix aiguë et sa faible pilosité faciale, soulignaient la démystification constante de son humanité. Le public refusait de voir un homme complexe, préférant un mythe, un fric de cirque couronné. La descente aux enfers, le spectre de l'addiction. La tragédie de Michael Jackson ne fut pas seulement physique, mais aussi chimique. Sa lutte contre l'addiction aux analgésiques a commencé après un accident survenu lors du tournage d'une publicité pour Pepsi en 1984, où des dysfonctionnements pyrotechniques lui causèrent de graves brûlures au cuir chevelu. La douleur des chirurgies reconstructrices nécessaires fut le point de départ de son engrenage. La consommation a explosé sous l'effet du stress immense des allégations de 1993, le forçant à annuler les dates restantes de sa Dangerous World Tour pour chercher un traitement. La pression était intenable. En mars 2009, il annonça sa série de concerts de retour, DC Seat, à l'O2 Arena de Londres, espérant que cette tournée serait sa dernière. Mais le destin avait d'autres plans. Le 25 juin 2009, moins de 3 semaines avant le début des concerts, Michael Jackson succomba à un arrêt cardiaque causé par une overdose dans sa maison de Holmby Hills. C'était la fin tragique d'un homme qui n'avait jamais pu échapper aux prix exorbitants de son propre génie. L'héritage inéluctable, le silence brisé. Le deuil comme mécanisme de défense. Après la mort de Michael, Janet est entrée dans une phase de négation glaciale.
L'enfouissement de ses émotions devint son mécanisme de survie. Son hommage, une interprétation poignante de Scream lors des MTV Video Music Awards 2009, fut l'expression publique de son chagrin, mais en privé, le verrou était tiré. La véritable bataille fut menée loin des caméras. J'ai finalement commencé le processus de deuil, révéla-t-elle, se remémorant un moment de catharsis à Paris. C'était l'un des moments les plus difficiles. Le meilleur ami de son enfance était parti. Pas un jour ne passe sans que je pense à lui. Pas un seul. Elle comprit que son blocage émotionnel n'était pas une force, mais une maladie. Je me pousse d'une certaine manière à traverser cela, car ce n'est pas une façon saine, admit-elle. La nuit de la thérapie cathartique. La guérison est arrivée lors d'une nuit solitaire à Paris, où elle s'est délibérément plongée dans la mémoire sonore et visuelle de son frère. Elle a passé la nuit à regarder tous ses clips et à écouter sa musique. Il y a eu des moments où j'ai pleuré, et d'autres où j'ai ri. C'était bon pour moi, j'en avais besoin. Cette immersion dans l'art de Michael fut sa thérapie. C'était une reconnaissance complète de leur relation complexe. Les taquineries blessantes, la compétition forcée, la distance causée par la gloire, mais surtout, l'amour fraternel indestructible. L'épilogue, la vérité et la paix. En 2018, pour le 60e anniversaire de Michael, Janet a sorti une nouvelle version du clip de son tube Remember the Time, honorant son talent. En 2020, elle a partagé un message simple et déchirant, « Tu me manques grand frère ». Aujourd'hui, Janet Jackson a atteint une forme de paix. Elle comprend que son processus de deuil n'est pas d'oublier, mais d'embrasser la totalité de leur histoire, la lumière aveuglante du génie et les ombres profondes de la douleur. C'est seulement en étant honnête sur la jalousie, la compétition et les blessures que l'amour peut transcender même la mort. Elle est la gardienne des mémoires, celle qui doit s'assurer que l'héritage de son frère vive dans son cœur sans la toxicité de la célébrité. Elle a brisé son silence, non pas pour le spectacle, mais pour sauver son âme. L'héritage d'une icône est-il éternellement lié à la souffrance de ceux qui restent? Quel est selon vous le fardeau le plus lourd que Janet Jackson a hérité, l'immense gloire de son frère ou la complexité de sa douleur? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations dans les coulisses du spectacle, là où les lumières s'éteignent et les vraies histoires commencent.